Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 11 juin 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 224 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je reviens sur la grande nouvelle de la semaine passée par rapport à la baisse du taux directeur au Canada. Et ensuite, je vais vous parler de l'état des marchés financiers. Donc, vous parler un peu de ce qui se passe sur la bourse parce que on a atteint récemment des sommets historiques de ce côté-là. Donc, je vais vous donner mon avis sur ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, comme vous le savez, finalement, la Banque du Canada, elle a annoncé la semaine dernière une baisse de 25 points de base pour le taux directeur. Et honnêtement, je pense encore que c'est un peu prématuré de commencer à réduire les taux d'intérêt sans qu'on ait vu encore les données de l'inflation pour les 2-3 prochains mois. Oui, ça fait quelques mois qu'on est en dessous de 3%. On fluctue entre 2,7 et 2,9%. Donc, c'est déjà une amélioration. Par contre, comme je vous dis, il y a toujours le risque que l'inflation remonte et avec un assouplissement de la politique monétaire, c'est quelque chose qui pourrait amener ça. Et c'est un peu ma crainte vis-à-vis la baisse du taux directeur. Autrement, c'est une excellente nouvelle. Et de mon côté, ce qui m'a le plus surpris avec l'annonce de la Banque du Canada, c'est pas tant la baisse du taux directeur. Comme je vous dis, c'était quelque chose que j'anticipais. J'aurais préféré que ça soit un petit peu repoussé dans le temps, mais c'était quand même quelque chose qui était dans le consensus. Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point tout le monde en a parlé. Tu sais, j'ai vu je sais pas combien de posts sur Facebook. C'était comme si tout le monde partageait la bonne nouvelle. Et tu sais, il y a 5 ans, quand j'ai starté le podcast, il n'y a personne qui s'intéressait aux banques centrales, puis au taux directeur, à l'indice des prix à la consommation, tu sais, l'IPC. Ça vous donne un peu une idée à quel point l'inflation puis l'augmentation des taux d'intérêt, ça a vraiment eu un impact sur la population en général parce qu'on s'est comme conscientisé là-dessus parce qu'avant, les taux d'intérêt étaient tellement bas, le niveau d'inflation était tellement bas aussi que c'est quelque chose qu'on se rendait pas vraiment compte, puis c'était pas un sujet d'actualité. Mais là, quand t'es rendu que même ton barbier, il sait que la Banque centrale du pays a réduit son taux directeur de 0,25%, c'est parce que tout le monde attendait cette nouvelle-là avec impatience. Et c'est triste parce que ça nous donne un peu une idée à quel point le monde sont endettés, à quel point le monde est leveragé, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'effet de levier financier. Et ça, quand les taux d'intérêt sont bas, puis que le coût d'emprunt est minime, c'est fantastique. Tu fais de l'argent avec l'argent des autres, puis ça coûte pratiquement rien. Mais là, inversement, quand les taux d'intérêt sont plus élevés, tout d'un coup, ça met la lumière sur ouais, mon niveau d'endettement, il est pas mal élevé. Là. Puis mon coût d'emprunt, quand il jump de même du jour au lendemain, ben ça coûte cher cette dette-là. Mais sinon, pour parler un peu plus des répercussions macroéconomiques de la diminution des taux d'intérêt au Canada, il faut savoir que le premier effet de ça, ça va être au niveau des taux de change. Donc, comme je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, en descendant le taux directeur du pays, on rend notre pays moins attrayant pour les autres investisseurs et nécessairement, ça vient affaiblir notre dollar canadien, ce qui fait en sorte que concrètement, le taux de change US il va devenir encore plus défavorable si jamais la Banque du Canada elle décide de faire d'autres baisses et que du côté des États-Unis, la Fed, la Réserve fédérale américaine, elle décide de laisser leur taux directeur inchangé. Parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, le taux directeur en ce moment, il est à 5,5% et que nous, au Canada, avec la dernière coupe, on est rendu à 4,75%. Et là, on parle déjà d'un écart de 75 points de base. Et plus l'écart grandit, plus le dollar canadien perd de la valeur face au dollar US. Et en date d'aujourd'hui, le taux de change est à 1,376. Et de mon côté, avec une ou deux autres baisses du taux directeur en juillet ou en septembre, j'anticipe un taux de change autour de 1,40 d'ici la fin de l'année 2024.
Et comme j'en ai déjà parlé, quand le dollar canadien s'affaiblit, ben ça fait en sorte que les importations nous coûtent plus cher. Ce qu'on va chercher dans d'autres pays, étant donné que notre devise a perdu de la valeur, ben ça coûte plus cher en canadien. Donc, les prix de certains produits pourraient augmenter en conséquence de ça. Et théoriquement, c'est un peu l'équivalent d'importer de l'inflation. Et pour les consommateurs, ben, ça va se faire ressentir dans différents produits, comme je vous dis, mais ça va être principalement du côté du prix de l'essence à la pompe parce que le pétrole brut, on l'achète en dollars US et nous, on le paye en dollars canadiens. Donc, c'est sûr que juste avec le taux de change, on vient d'augmenter le prix du gaz pour les consommateurs canadiens. Sinon, le deuxième élément avec la baisse de 0,25%, ben pour les propriétaires avec un taux variable, ben ça représente des économies mensuelles d'environ 12 $ par tranche de 100 000 d'hypothèque. Donc, par exemple, pour un propriétaire qui a un prêt hypothécaire de 500 000, la réduction de 25 points de base, ben ça a fait descendre ses paiements d'environ 60 $ par mois. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même mieux que rien. Et présentement, si on regarde les taux d'intérêt avec un prêt hypothécaire sur un terme de 5 ans, du côté du taux variable, on est dans les environs de 6,7%. Et c'est encore beaucoup plus élevé que le taux fixe qui est présentement autour de 5,2 à 5,5%, tout dépendamment de la banque. Mais tu sais, la baisse des taux d'intérêt, ça reste une bonne nouvelle pour les propriétaires qui vont bientôt renouveler leur prêt hypothécaire, dans le sens que une réduction de 25 ou de 50 ou de 75 points de base, comme je vous dis, c'est mieux que rien. Par contre, pour les gens qui avaient contracté un prêt hypothécaire il y a 5 ans et que là, cette année, ils doivent renouveler, cette année en 2024, ben, même avec les baisses du taux directeur, donc celle qui a eu lieu et celle qu'on anticipe, ben, le taux d'intérêt sur leur hypothèque va être plus élevé que ce qu'ils ont eu en 2019. Tu sais, je vous rappelle que le taux directeur au Canada, il était à 1,75% en 2019. Tu sais, dans le meilleur des mondes, disons qu'à la fin de l'année 2024, le taux directeur devrait être autour de 4,25%. Donc, même dans ce cas-là, on est loin du taux directeur en 2019. Et c'est le même principe pour ceux qui ont acheté en 2020-2021. Les taux d'intérêt étaient au plancher. Je veux dire, le taux directeur était à 0,25%, c'est pratiquement zéro. Donc, quand ils vont renouveler en 2025 ou 2026, ben, les taux hypothécaires, ils retourneront jamais à 2%. Donc, le taux d'intérêt sur les hypothèques de tous ces propriétaires-là, ben, ça va être plus élevé. Et mon point derrière ça, c'est que malgré la diminution du taux directeur au Canada, ce qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires, ben, les taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires, ils vont rester plus élevés que ce qu'on a connu durant la dernière décennie. Et c'est un élément qui va mettre de la pression sur les finances personnelles de la plupart des ménages canadiens. Évidemment, celles qui sont propriétaires ça va être encore plus touché, mais même les locataires, puisque les locataires subissent indirectement la hausse des taux d'intérêt quand le propriétaire décide d'augmenter le loyer. Encore là, j'anticipe pas un scénario catastrophique non plus. C'est juste une nouvelle réalité à laquelle on doit s'ajuster. Les taux d'intérêt ne retourneront pas au niveau de 2020-2021 et à mon avis, on ne sera pas non plus dans les niveaux de la dernière décennie, c'est-à-dire que le taux directeur n'a pas dépassé 2% pendant 13-14 ans. On va rester au-dessus de ça, même en considérant les baisses qu'il va y avoir en 2024-2025. Donc, comme je vous dis, c'est juste une nouvelle réalité économique qu'on doit s'ajuster. Et je suis conscient que je peux avoir l'air pessimiste dans mes propos, mais je fais juste rapporter les faits. Là. C'est-à-dire que oui, je spécule puis j'extrapole un peu dans le futur. Mais tu sais, moi aussi, j'ai hâte d'arriver avec des bonnes nouvelles. Tu sais, c'est bien plus le fun à jaser, c'est plus motivant. Par contre, en ce moment, les données, objectivement, elles sont mauvaises.
c'est pas de ma faute, là, je vais pas faire semblant que tout va bien non plus. Tu sais, les dossiers d'insolvabilité sont en hausse, les faillites d'entreprise sont en hausse, les défauts de paiement sont en hausse, les ventes au détail ils ralentissent, le taux de chômage continue d'augmenter. On est rendu à 6,2% au Canada. Tu sais, la seule bonne nouvelle qu'on a présentement, puis tout le monde se réjouit, c'est une baisse de 0,25% et le fait que les prix montent moins vite. T'sais, au lieu d'augmenter de 6-7% en un an, là, ça a juste augmenté de quasiment 3%. Et yes sir. Mais tu sais, dans les faits, il n'y a rien de très réjouissant là-dedans. Et honnêtement, si vous voulez être motivé ou vous voulez vous concentrer sur le fait de faire plus d'argent avec une business, de devenir travailleur autonome ou tous ces éléments-là, écoutez l'épisode du jeudi parce que les épisodes du mardi, l'épisode d'aujourd'hui, ça risque d'être encore négatif pour un petit bout de temps, le temps que justement la situation se replace, mais ça va venir avec des difficultés financières à court terme. Et je le répète, sur un horizon à long terme, ça n'empêche pas que je demeure très confiant puis optimiste pour l'avenir. On ne se dirige pas vers la fin du monde non plus. Faut juste garder en tête que présentement, on est dans un environnement économique qui est plus précaire que ce qu'on a connu durant la majorité de notre vie adulte. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. Et sur ce, je vais poursuivre avec les marchés boursiers. Donc, la semaine dernière, la compagnie Nvidia, la compagnie des microprocesseurs, elle s'est jointe au club des business qui dépassent 3 trillions en market cap. Donc ça, on parle de plus de 3000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Donc, dans le club qui est assez VIP, il y avait la compagnie Microsoft et Apple. Et maintenant, comme je vous dis, Nvidia vient de surpasser la valeur d'Apple en termes de market cap. Et présentement, c'est pas mal Nvidia et les quelques entreprises technologiques qui poussent le S&P 500 et l'indice Nasdaq à des sommets historiques. Par contre, comme je l'ai déjà dit, l'indice SP 500, il ne reflète pas réellement la santé financière de toutes les entreprises américaines. En fait, les entreprises qui se retrouvent à l'intérieur sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Autrement dit, plus la compagnie est grosse, plus elle va prendre de la place dans l'indice. Et ce que ça fait, c'est que les 10 plus grandes compagnies, celles qui ont la plus grande pondération dans l'indice, ben ce sont ces compagnies-là qui poussent les marchés à la hausse. Donc, dans les faits, oui, le secteur technologique va très bien, mais si on regarde dans d'autres secteurs d'activité, comme les compagnies pharmaceutiques, les télécoms, les banques, les entreprises dans le secteur de la consommation discrétionnaire, on peut constater qu'il y a certaines actions qui sont déjà en baisse depuis quelques mois. Donc, malgré les récents all-time high des indices boursiers comme le SP 500 et le Nasdaq, il y a des entreprises américaines comme, juste pour en nommer quelques-unes, UPS, Polaris, Home Depot que j'ai acheté récemment à 325$ US. UPS, même chose, j'ai grossi ma position autour de 138$. Et bref, présentement, il y a certaines compagnies américaines qui affichent une valorisation qui me semble du moins intéressante. Et même principe du côté du TSX, la bourse de Toronto, il y a les actions des banques canadiennes comme la TD, comme la Banque de Montréal, la BMO, qui se retrouvent présentement à des prix qui peuvent être attrayants pour des investisseurs à long terme. De mon côté, je suis actionnaire de la BMO depuis plusieurs années et pour le moment, j'ai pas encore grossi ma position dans le titre, malgré, comme je vous dis, qu'il y a une baisse considérable de ce côté-là. J'ai déjà à peu près 6% de mon portefeuille qui est investi dans la Banque de Montréal. Donc, si je rajoute des actions, ce serait plus autour de 105-110$ par action. Encore là, je le répète, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Vous devez faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Il faut que ça corresponde à votre profil d'investisseur, il faut que la pondération fit dans votre portefeuille, votre diversification soit bonne, etc. Tu sais, moi, je suis juste un gars dans un podcast qui partage ses analyses puis qui rend public
ces transactions. En aucun cas, je prétends être un conseiller financier, même si, ironiquement, il y a des conseillers financiers puis des PF qui vont m'écrire pour me dire qu'ils écoutent le podcast à chaque semaine puis que ça les aide avec leurs clients pour expliquer un peu ce qui se passe sur la bourse. Et tant mieux si ça peut vous aider. Tu sais, moi, dans tous les cas, je le fais pour démocratiser les marchés boursiers au grand public et surtout pour documenter mon parcours en tant qu'investisseur autonome. Ça me permet d'avoir une espèce d'historique de mes transactions, de revenir dans le temps, de venir voir un peu mes réflexions à l'époque et après ça, venir comparer ce que j'ai pensé puis finalement qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est un peu la raison d'être du podcast. Mais tout ça pour dire que malgré que les indices boursiers sont pas loin de leur sommet historique, je suis quand même de l'avis qu'il y a des opportunités d'achat présentement qui se cachent un peu partout sur les marchés américains et canadiens. Je pense que pour les trouver, par contre, il faut s'éloigner des gros titres technologiques puis des entreprises qui sont liées de près ou de loin avec l'intelligence artificielle. Je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de valorisation gonflée. Il y a des compagnies présentement, des compagnies de grande valeur avec des marques qui sont reconnues mondialement, qui se retrouvent à des niveaux de prix, comme je vous dis, plutôt intéressants. Encore une fois, il s'agit d'avoir un horizon de placement de plusieurs années et non pas de quelques semaines ou quelques mois. Parce que c'est pas impossible que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains trimestres, il y a encore des baisses de ce côté-là. Et c'est un peu le dilemme de l'investisseur, dans le sens que j'ai acheté du Home Depot à 3,25 récemment. Bon, là, je trouvais que c'était une excellente transaction, le prix me paraît très bon, mais si je pense dans ma tête que dans le futur, les indices boursiers américains sont dus pour une correction, normalement, quand il y a une baisse généralisée du marché, ben, ça amène toutes les entreprises à la baisse. Donc, c'est pas impossible que Home Depot se retrouve avec un prix plus bas dans les semaines, mois à venir. Par contre, je peux pas attendre tout le temps de le pogner au plus bas absolu parce que sinon tu passes à côté de des transactions, tu grossis pas des positions que tu as déjà. Sinon, tu es tout le temps en train d'espérer que le prix continue de descendre, puis finalement, ben, tu passes à côté de belles transactions. C'est juste récemment, il y avait Google qui était autour de 135$ US. Je pensais que le prix allait continuer de descendre. Du côté de l'analyse technique, c'est ce que ça m'indiquait. Pourtant, le titre a remonté. Je passais à côté d'une belle occasion de grossir ma position dans Google. Aujourd'hui, le titre est rendu autour de 175$. L'idée, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu évalues que c'est un bon prix pour acheter des parts de la compagnie, ben, tu fais le move, puis si jamais ça continue de dropper, ça drop d'un autre 5-10%, ben, tu grossis ta position, puis c'est pas plus grave que ça. Tu as pogné quelque chose en rabais, puis après ça, tu le repognes avec encore un plus gros rabais. Il n'y a rien de problématique là-dedans. C'est souvent ça qui arrive, comme je vous dis, de pogner le plus bas possible à chaque fois. C'est pratiquement impossible. En résumé, si je prends du recul, puis que je regarde l'économie canadienne versus l'économie américaine, que je regarde ce qui se passe sur l'indice du TSX, les indices boursiers américains, ben à ce moment-là, ce que moi j'en conclus, c'est que d'un côté, je pense qu'on sous-estime les difficultés financières des ménages à revenus modestes. Je pense qu'on voit ça moins pire que ce que c'est. Et en même temps, de l'autre côté, je pense que les investisseurs, ils surestiment les conséquences que ça va avoir sur des grandes entreprises internationales. Ma perception de l'économie canadienne puis ma perception de l'économie américaine, ça ne m'empêche pas de croire qu'il y a encore des bonnes opportunités d'investissement sur les marchés boursiers. Ma vision par rapport à ça, c'est que souvent, on est très noir ou blanc, dans le sens que si ça va mal dans l'économie, toutes les compagnies s'en vont à la poubelle, et inversement, ça va bien, mais tous les titres devraient monter en flèche. Dans les faits, il arrive des mouvements en bourse
qui proviennent d'une exagération d'un sentiment. Donc, tout d'un coup, on a peur que, par exemple, Home Depot, il n'y a plus personne qui va aller magasiner là-dedans pour dépenser pour des rénovations. Même chose pour la compagnie Polaris et BRP, qui sont des compagnies qui vendent des jouets pour adultes, là, je veux dire des 4 roues, des VTT, des trucs comme ça. Là, on se dit, oh, la situation économique va être néfaste, sera pas bonne. Donc, les ventes là-dessus, les chiffres vont être catastrophiques. Souvent, on exagère la catastrophe, même si je garde en tête qu'il y a de fortes probabilités qu'au Canada, on se dirige vers un ralentissement économique. Mais ça ne veut pas dire que Starbucks va faire faillite. Ça ne veut pas dire que Home Depot, ses ventes vont se diviser en deux et qu'il n'y aura plus de profitabilité de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, les compagnies comme Polaris et BRP n'auront pas des chiffres d'affaires à tout casser et que justement aujourd'hui, avec le sentiment global du marché, c'est là que tu as une opportunité d'acheter un titre qui est sous-évalué, qui est vraiment en rabais. Donc ça, c'est vraiment ma vision de quand est-ce faire le move. Quand il y a des titres qui sont en baisse comme ça, malgré les sommets historiques des indices boursiers, pour moi, c'est de même que tu trouves des opportunités d'achat sur les marchés financiers. Encore une fois, il faut garder une horizon de placement à long terme. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute. Si vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.